Donc bonsoir. On va commencer. Merci à tous et toutes d'être là ce soir. Merci à la librairie Terra Nova aussi de nous accueillir. Je suis très contente, assez émue de présenter ce livre, ce petit ouvrage qui s'appelle Cuadernos de Ayotzinapa, Ejercicio de Memoria Colectiva. C'est effectivement une sorte de cahier d'exercice de mémoire. En hommage donc aux 43 étudiants en agronomie disparus à Ayotzinapa, mais aussi en hommage à celles et ceux qui que ça n'a pas fait taire en fait, et qui ont au contraire que ça fait écrire, dessiner, parler, etc. et s'organiser aussi au Mexique, donc dans le contexte actuel sur lequel on reviendra. C'est donc un livre militant qui réunit des contributions très différentes. Puisqu'il y a des textes d'analyse de la situation, il y a des poèmes, il y a des nouvelles, il y a aussi beaucoup de photographies et de dessins, de peintures. Là vous avez sur les murs les peintures de Paul Gras qui est ici, avec qui vous pourrez discuter tout à l'heure, et au-dessus de moi les affiches de Carlos Paz qui est là également et qui prendra la parole. Donc vraiment toutes sortes un contenu très, très différent, mais je crois très beau et très intéressant, avec beaucoup d'auteurs latino-américains, certains plus connus que d'autres. Je pense notamment à Carlos Facio, qui est un Uruguayen qui est maintenant au Mexique, à la UNAM, si je ne me trompe pas. Coral Bracho, qui est une poète mexicaine, etc. Et aussi d'autres auteurs latino-américains et français, ou qui vivent en France. Et donc c'est aussi un livre qui fait un peu le pont entre le Mexique, ce qui se passe en Amérique latine, et comment on réagit ici aussi, ici et partout. Et qui fait aussi un peu le pont entre différents pays d'Amérique latine, puisque cette question de la disparition forcée et de la violence d'État se reproduit à plein d'endroits selon les époques, et que ces ponts-là sont faits aussi dans les différents textes et dans les images que présente ce livre. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais juste vous expliquer comment on va fonctionner. Je vais passer la parole à Normando Gil et à Modesta Suárez, qui sont les coéditeurs de cet ouvrage et qui pourront donc vous dire deux mots du projet en lui-même. Ensuite, on écoutera Álvaro Ruiz, qui est dans le coin, et Carlos Paz, qui nous parleront... Plus dans le coin. Qui nous feront un point sur ce qui s'est passé à Iguala, donc cette fameuse nuit d'Ayotzinapa, et comment il y a eu les réactions qui ont suivi là-bas et ailleurs. Après ça, s'il y a des questions dans la salle, ce sera le moment de prendre la parole. Si on a le temps, on aura le temps, il y aura quelques lectures de textes qui se trouvent dans l'ouvrage, et puis on pourra continuer à discuter en buvant quelque chose. Voilà, je vais laisser la parole donc à Normando. Bonsoir à tous. Je vais vous présenter Ombu Édition, qui est une maison d'édition toulousaine qui travaille principalement sur les cultures et les littératures de l'Amérique latine. Nous avons commencé à travailler en 2013 en délignant le projet, et c'est en 2014 qu'on a présenté les premiers titres avec la collection numérique Terra Incognita. C'est une collection qui tente de mettre en valeur des textes anciens de la littérature d'Amérique latine, on peut dire des textes fondateurs, qui sont des textes du 19e siècle et du 18e siècle, et qui donnent des clés pour comprendre un peu l'histoire et les sociétés actuelles des divers pays de l'Amérique latine. Après cette collection, on a créé une autre collection qui s'appelle Matière Noire. Matière Noire, cherche à publier des textes qui rendent compte des contextes sociaux et sociétaux marqués par la marginalité, les violences, la délinquance. Dans cette collection, on peut trouver des textes propres du roman noir, mais aussi des textes un peu plus hétéroclites, on peut dire, comme les sophoires de Roberto Art, qu'on a fait un recueil thématique qui s'appelle Les mauvaises fréquentations.
Et ce sont des textes qui mélangent un peu la fiction et l'actualité, dans ce cas-là, de l'époque des années 30 de l'Argentine. Voilà les deux principales lignes de travail d'Ombú Édition. Mais on peut dire que si on garde ces repères pour Ombú Édition, on n'arrive pas à comprendre la totalité de la maison d'édition. Parce que on aime bien sortir des projets préétablis et on reste ouvert à des projets qui mettent en valeur la diversité culturelle, les échanges entre cultures, des projets qui tissent des liens entre ici et l'ailleurs. Et je crois que c'est ça un peu l'esprit d'Ombú Édition, et c'est ça qui nous permet d'avoir dans notre catalogue un livre comme Caillou Mon Lame, qui est un livre de photographies sur le bouddhisme, un projet sur lequel je ne vais pas m'étendre ce soir, mais qui a un côté social qui nous intéresse et qui montre un peu l'esprit d'ouverture de la maison d'édition. Et c'est aussi dans cet esprit d'ouverture qu'on vous présente aujourd'hui Quadernos d'Ayotzinapa. Modesta va vous raconter un peu le contenu de ce livre. Et moi, je voulais juste dire que voilà, c'est un projet particulier sur lequel tout le monde qui a participé, les écrivains, les photographes, les graphistes, la maison d'édition, tout le monde l'a fait à titre gratuit. Et c'est comme ça qu'on a fait une édition en papier, en prix qui cherche juste payer les coûts d'impression, de diffusion et distribution. Et c'est pour ça qu'on a choisi de faire une édition numérique qui est gratuite et qui est ouverte à tout le monde et que vous pouvez lire sur le site web d'Ombú Édition. Voilà. Alors, Quadernos d'Ayotzinapa, je vais reprendre sans doute des mots que vous avez déjà entendus parce que ça correspond effectivement à une maison d'édition qui est en train de se créer et qui démarre avec comme ça des collections qui s'ouvrent sur différentes lignes. Et le point de contact de ces éditions, il y aurait quand même le côté social. Qui viendrait ramasser d'une certaine manière le tout. À savoir que cet ouvrage, donc Quadernos d'Ayotzinapa, est construit au départ sans doute comme un ouvrage militant. La nécessité, quelque part, de répondre à la fois à une émotion très forte de la part de tous ceux qui ont répondu présent à un appel à écriture qui avait été lancé, une émotion très vive à la suite de ce massacre et surtout à la suite de tellement d'autres massacres à l'intérieur du Mexique, d'une situation qui est dominée par une violence extrême et qui n'est pas une violence de ces dernières années, qui est une violence déjà longue malheureusement, et Álvaro et Carlos en diront un petit peu plus. Donc le projet est d'abord un projet militant. Et puis c'est un projet hommage, d'une certaine manière, à ces 43 étudiants qui nous ressemblent beaucoup, aux gens avec qui on travaille tout le temps, à savoir des étudiants, à savoir des gens qui sont en train de se former, qui sont en train de conquérir des espaces de liberté pour arriver ensuite à gérer la vie, une vie politique, une vie sociale, la vie tout simplement. Et je pense que c'est aussi une réaction par rapport à cet acte-là et à la manière dont ça s'est passé à un moment. Donc un livre hommage, et je pense que à la fois le militantisme sourd à l'intérieur de tous les textes et de tous les photographies, la partie graphique de l'ouvrage, d'un livre qui finalement est un livre-objet, qui n'a pas vraiment de modèle particulier ailleurs, simplement la réunion d'un certain nombre d'auteurs qui se réunissent à un moment, donc qui répondent effectivement à un appel, et en même temps, sans doute, deux choses. D'abord, transmettre cette émotion-là,
et les textes sont là pour transmettre cette émotion, que ce soit le texte le plus théorique qui est celui d'un professeur argentin mais qui actuellement travaille au Brésil et qui pose un certain nombre de jalons théoriques autour de ce qu'est la guerre civile, et donc de quelque chose qui se passe au Mexique et qui est une guerre civile qui ne dit pas son nom, comme on a pu le voir ailleurs en Amérique latine. Je pense à un pays que je connais un petit peu mieux qui est le Pérou, où il y a eu aussi une guerre civile qui n'a pas dit son nom à ce moment-là. À la fois dire l'émotion, dire la réaction par rapport à cette émotion et essayer de comprendre aussi ce qui faisait l'événement lui-même, c'est-à-dire comprendre aussi, mettre en forme cette émotion-là pour la transmettre soit par le vers, par les poèmes, soit par le texte. Alors le texte théorique, mais il y a le premier texte qui est un texte qui fait complètement le point sur la situation par un journaliste, un grand journaliste uruguayano-mexicain, qui est Carlos Facio, avec une très grande poète mexicaine qui nous a fait l'honneur, on pourrait le dire, d'offrir à cet ouvrage-là une série de textes qui est Coral Bracho, c'est-à-dire des gens qui à un moment se rencontrent sur ce projet et qui ont envie de partager un petit peu de cet espace. Donc voilà, c'est ce livre-objet. On pourrait dire effectivement qu'il est hétéroclite. Moi, je préférerais dire hétérogène, c'est-à-dire il va rassembler, il est un peu centralisateur d'un certain nombre d'énergies. Et surtout, il me semble que ce qui porte tous les textes, ce qui porte tous les auteurs et les artistes à l'intérieur du livre, c'est la volonté de dépasser ce moment d'angoisse ou ce moment de terreur. C'est justement d'apporter une espèce d'espérance malgré tout à l'intérieur de ce moment qui est profondément desesperanzador. Et je le dis en espagnol, je trouve qu'il y a plus de désespoir encore quand on le met en espagnol. Un réel manque d'espoir à un moment quand a lieu cette série de disparitions. Et je lirai tout à l'heure, si on a un peu le temps, un des textes justement d'un auteur argentin sur le terme, le mot même de desaparecidos, mot inventé par une dictature militaire, pas une dictature mexicaine, mais une dictature argentine qui invente ce mot de desaparecidos. Voilà. Donc je pense que c'est peut-être le moment d'apporter l'information. Ayotzinapa, c'est un moment donné, puis ça continue, parce qu'il y a aussi beaucoup de réactions et beaucoup d'émotions qui s'est développée, qui a continué à émerger à partir de ce moment précis d'un jour, d'un 26, nous sommes le 26 janvier, la date était symbolique, c'était donc un 26 septembre. Je te passe la parole. Voilà, merci. Bon, merci d'être là. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, qui ne l'ont pas vu dans les infos ou dans le journal, ce 26 septembre 2014, il y a eu donc 43 étudiants disparus d'une école normale rurale au Mexique, dans la côte ouest. Et cet événement, plus que toutes les disparitions d'avant, plus que tous les assassinats, toute l'impunité qu'il y a dans ce pays, ce moment-là, il a été un moment de commotion, d'émotion, comme disait Modesta, nationale et internationale, plus que jamais, je dirais, peut-être à même titre qu'en octobre 68, et ceci pour 3 raisons qu'on peut discuter, si vous voulez, ceux qui connaissent un peu le thème, pourquoi cet événement a eu cette émotion au niveau national et après international, avec tellement de manifestations, avec tellement d'indignation. La première raison, c'est parce que c'était un délit flagrant où la police était directement impliquée. C'est-à-dire, c'est la première fois au Mexique où l'on voit aussi clairement que la police, elle est en train d'enlever des gens et de commettre des crimes, ce qui prouve que nous avons un État en faillite, un État qui
un État qui couvre les criminels et qui même travaille avec eux. La deuxième raison, c'est que cette date du 26 septembre représente le sommet d'une guerre qui n'est pas encore finie, d'une guerre qui n'a pas d'ennemis visibles, d'une guerre qui coûte des milliers de dollars en financement pour l'État pour se défendre et qui se livre contre les cartels de la drogue sur un front qui est tout le pays et qui entraîne toute la société civile entre ses pieds. C'est une guerre qui a coûté déjà au Mexique près de 120 000 morts, avec 50 000 disparus, plus ou moins, selon les chiffres sont très imprécis, hein, on n'a pas de données précises sur ça. Mais bon, en tout cas, une guerre qui a commencé en 2006 et qui en 2015, elle n'a pas l'air de s'arrêter, même si le gouvernement fait des grands spectacles en prenant les capots de la drogue qui après s'échappent par des tunnels. Et même si le gouvernement a tout un cirque autour de ça, la guerre, elle continue, elle est en train d'assommer la population civile partout, surtout dans les milieux ruraux. Donc l'indignation qu'a provoqué cet événement d'Ayotzinapa, évidemment, a une très forte relation avec l'indignation qu'on peut éprouver face à cette guerre aussi longue et aussi dure. La troisième raison, mais il n'y a pas d'ordre pour les dire, elles vont toutes pareilles, c'est qu'il s'agit, comme disait Modesta, d'étudiants qui sont très jeunes. Il y en a qui ont 17 ans, 19 ans. C'est des étudiants issus des milieux ruraux et c'est des étudiants qui se forment pour être professeurs donc dans ces écoles normales et pour être professeurs, mais dans les mêmes milieux ruraux au Mexique. Donc ça touche justement à ce germe de l'éducation, de l'éducation pour la campagne au Mexique. Et en plus, cette école de Ayotzinapa qui a été un bastion de la gauche mexicaine, ça a été une école d'où sont issus beaucoup de guerrilleros dans les années 70. Donc ça a été aussi interprété comme une attaque frontale à cette tradition de lutte, à cette histoire de lutte au Mexique. Donc un an après, où est-ce que nous en sommes avec le cas Ayotzinapa? Ce qui s'est passé d'abord, c'est que le gouvernement a proclamé sa version officielle. Le procureur de la République a dit que c'était la vérité historique, en utilisant ce terme-là. Et évidemment, c'était un montage où il y avait presque 100 personnes arrêtées. Il y avait beaucoup de témoins qui étaient créés, des faux témoignages, des fausses pistes partout. Et ça, c'est pas les médias ni nous-mêmes qui le disons, ça a été prouvé par un rapport qui a été publié le 6 septembre, un rapport d'une commission d'experts qui s'est créée pour aider dans ce cas et pour éviter toutes les entraves que le gouvernement était en train de poser lui-même pour montrer la vérité. Donc la dernière grosse nouvelle qu'on a eue, c'était le 6 septembre 2015, avec ce rapport du groupe d'experts, et qui faisait complètement tomber la version du gouvernement, la version officielle. Le procureur avait déjà démissionné quelques mois avant, et ce rapport détaillé va donc surtout démentir le fait que certains des étudiants, ou la plupart, avaient été brûlés dans une décharge à Cocula, donc près de Iguala, où s'étaient rassemblés les étudiants. Il va complètement démentir ce fondement. C'était le fondement de la version officielle.
Et donc, ça a suscité encore plus d'indignation, ça a suscité encore plus de polémiques. Et le gouvernement a été forcé de réengager ce groupe d'experts pendant 6 mois encore, c'est-à-dire élargir leur collaboration pour essayer de trouver quelques pistes, d'avoir quelques notions. Mais malgré ça, le gouvernement il refuse encore d'ouvrir les casernes militaires. Il y a une caserne militaire à Iguala avec le 27e bataillon d'infanterie que le gouvernement prétend avoir fait des entretiens avec les militaires qui sont complètement faussés, qui sont assez inaccessibles et dont les questions ont été posées un peu de manière facile et dont le groupe d'experts ne peut pas non plus accéder. Donc aujourd'hui, la question, c'est si on va vraiment réussir à avoir ces entretiens avec les militaires, qui auraient donc une autre implication importante dans le cas, mis à part la police municipale, et comment les militaires ont participé depuis le début à brouiller toutes les pistes. Aujourd'hui même, j'ai vu apparaître une vidéo qui montre comment les militaires essayent un peu de truquer les caméras de surveillance qui se trouvent à Iguala. Donc, le cas, il ne fait que grandir et que devenir plus compliqué, puisque si les militaires sont impliqués vraiment, l'issue va être très très difficile d'une part pour le gouvernement pour avouer ses fautes et d'autre part comment va procéder la justice, ça on le sait pas. Voilà, je laisse la parole. En fait, peut-être je ne veux pas ajouter beaucoup de choses. Déjà, vous connaissez assez bien le contexte. Uniquement vous dire que vous l'avez bien compris, cet ouvrage est bien s'ajouter à d'autres efforts qui sont déjà faits partout. Il y a des réalisateurs qui ont fait des documentaires, il y a des musiciens, il y a un collectif de dessinateurs aussi, des graphistes qui a fait une reproduction des visages de ces étudiants disparus en ligne et qui ont fait un beau travail. Donc il y a beaucoup d'autres livres qui sont en train de s'écrire, certainement. Nous, on souhaite uniquement ajouter une voix, ou la voix de tous ceux qui participent ici, pour continuer à préserver ces mémoires, à continuer à faire des efforts et essayer de tenir des réponses surtout. Et dire qu'ici à Toulouse, il y a eu pas mal d'activités. Je vois des visages des personnes qui ont été très impliquées là-dessus. Et notamment en 2014, il y a eu cette grosse manifestation qui a inspiré beaucoup de gens dans toute l'Europe. Et donc voilà, il y a encore des efforts qui sont en train de se faire. Nous, à la radio aussi, on essaye de faire à chaque fois de rappeler qu'il y a cette situation au Mexique qui est très grave et qui mérite une réponse pour toute la société mexicaine, mais aussi pour toute la société mondiale. Et ici à Toulouse, il y a aussi un autre collectif d'éditeurs, le CMDE, qui a déjà publié des ouvrages qui sont en lien aussi aux questions de violence et de disparition au Mexique. Et donc voilà, c'est à peu près uniquement vous dire ça. Et on continue à essayer de lever la voix, à faire entendre ce message. Et donc du coup, on compte aussi sur vous tous pour justement faire partager cet ouvrage, cette pièce qui vient s'ajouter à toutes ces voix qui s'élèvent encore. Donc c'est uniquement un appel pour essayer de le partager, de le faire connaître, et voilà, c'est tout. Très bien, merci. Peut-être s'il y a des réactions ou des questions dans la salle, que ce soit par rapport à l'ouvrage en lui-même ou à la situation
au Mexique. Ah, parce qu'on a un peu de temps et on terminera par les lectures. Non, bah, pour l'instant, il n'y en a pas, alors on va peut-être passer directement aux lectures, on verra après si ça... Éventuellement, on veut dire que je pense qu'une des dimensions qui a fait que l'événement a pris une grande proportion au niveau international, ça a été que justement, juste après, quand on a commencé les recherches, ça a été un peu effarant de voir que tous les jours, ils trouvaient un charnier nouveau, et c'était jamais le bon. Ouais. Et du coup, on a retrouvé un nombre de macavés hallucinant, quoi. Ouais. Et ça a donné, je crois, internationalement, la notion de la proportion de gens qui meurent de cette guerre. C'est-à-dire que ça a donné le statut de guerre à quelque chose qui durait depuis longtemps, en fait. Parce que des familles de disparus au Mexique, il n'y a que ça, quoi. Il y en a partout. Mais on le savait sans le savoir. Tandis que là, tous ces ossements qui sont parus de partout, et tous ces... Enfin, c'est des gens d'Argentine qui sont venus étudier les ossements qu'on trouvait. Et c'était jamais les bons, quoi. Alors, à chaque fois, ils disaient on y est, et ils y étaient jamais. Et du coup, ils comptaient les corps. Et ils retrouvaient des morts qui étaient réclamés depuis fort longtemps. Et je crois que ça a été fort pour donner la proportion de ce que c'est cette guerre. Ouais. De combien de gens on tue, quoi. Concrètement, combien de gens on tue. Et surtout le problème de l'impunité qui se pose là, parce que tous ces corps, comme vous dites, ils datent de... Même depuis les années 70, la guerre des guérillas, toutes les tortures, tous les assassinats qu'il y a eu, et il n'y a jamais eu une seule personne jugée. Donc c'est aussi un point d'en avoir marre de cette impunité qui fait partie de la... Malheureusement, elle fait partie de la culture politique du Mexique et des élites et du pouvoir. Bien, on va peut-être passer à la lecture alors. Donc, on a plusieurs textes et voilà, ça va faire le lien parce que je vais lire un texte très bref justement sur l'euphémisme des criminels, ce serait sa traduction. Le texte va être en espagnol, il n'a pas été traduit, écrit par Daniel Dusex qui est membre justement d'une famille de disparus pendant la dictature argentine et qui est membre du Forum contre l'impunité et pour la justice. Ce Forum contre l'impunité et pour la justice n'est pas au Mexique, mais il est en Argentine. C'est-à-dire qu'on retrouve un combat partagé au long du continent et ce qui fait aussi que ce livre-objet, cet ouvrage, relie finalement l'ensemble du continent et des voix qui émanent aussi de Toulouse et d'ici. El eufemismo de los criminales por Daniel Dusex. Y es un yol que está hablando. Mi país tiene el triste privilegio de haber acuñado una palabra que se escribe en castellano aunque se hable en otros idiomas. Digo triste privilegio porque nos remite al peor de los momentos políticos que vivimos quienes habitamos suelo argentino. La dictadura cívico-militar que irrumpió en 1976 con su armamento de espanto y horror. Desaparecido fue el eufemismo que usaron los dictadores para esconder sus crímenes sistemáticos. Desaparecidos es una palabra que esconde no una, sino varias palabras, por lo menos 4. Secuestro, tortura, violación y asesinato. La hipócrita definición que el genocida Videla dio en su momento habla por sí. Es un desaparecido, no tiene identidad. No está ni muerto ni vivo, está desaparecido. Como hacen los criminales en las novelas, ocultar el cadáver. Así de simple fue la manera de perpetrar su accionar la última dictadura, con el argumento de un folletín policial. Pero también así de cruel fue para nosotros, familiares de esas víctimas, porque la incertidumbre respecto al destino final de los nuestros se instala como una tortura psicológica que no tiene fin. El mismo dolor que nos hermana con los familiares de los desaparecidos en Ayotzinapa,
la misma marca y el mismo color, el de esos estudiantes, como tantos estudiantes y jóvenes desaparecidos en Argentina. El mismo cuchillo en las manos de los mismos cobardes que nos reconocen patria. El eufemismo de siempre y el ocultamiento de lo que no se puede decir porque es autoincriminatorio. Es cierto que Argentina acuñó este eufemismo de muerte, pero como ocurre en la historia de los pueblos, también surgió una señal de vida que pronto se convirtió en un símbolo de lucha contra las dictaduras. Los pañuelos de las madres de Plaza de Mayo, reclamando por estas desapariciones. Alguien dijo que la vida es un pañuelo. Para nosotros es así. Para los familiares, la vida tiene sentido a partir de estos pañuelos que nos envuelven en la búsqueda de memoria, verdad y justicia, en Argentina como en Ayotzinapa, por nuestros 30.000 como por los 43. Bueno, no sé si cabe una pregunta después, je sais pas si on... Oui, merci beaucoup. On a encore un petit peu de temps, on peut peut-être faire une deuxième lecture. J'ai pas dit aussi tout à l'heure en vous présentant que autant Álvaro comme Modesta signent chacun un poème qui se trouve aussi dans le recueil. Que nous ne lirons pas. Que nous ne lirons pas. Je lance une perche au cas où. L'ouvrage est en vente un tout petit peu plus bas. En revanche, on peut peut-être lire le dernier poème, qui est le dernier poème de cet ouvrage, qui est signé Coral Bracho, et donc qui est cette poète mexicaine que nous avons eu le bonheur de recevoir il y a 4 ans, c'était en 2012, ici à Toulouse. Et donc, qui signe une série de textes qui tous ont à voir avec Ayotzinapa, bien évidemment. Porque vivos se los llevaron. A los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos. No dejaremos que el silencio en su pesada, mordiente hondura caiga como sombra de muerte, una vez más en nuestra tierra. No dejaremos que en ese magma desbordado de voces, de incontenibles y ardientes voces, se filtren falsos ecos, falsas piras y falsos brazos, falsos mandos, falsos ríos que las nieguen, las dispersen. Porque esa voz, esa múltiple y ancha, encabritada voz que siembra, que alerta, voz que vive y alumbra, es voz de todos. Je pense que c'est un petit peu ça aussi qu'il faut garder, cette idée d'une voix qui continue à persister dans la mémoire des gens aussi par les textes qui s'écrivent, que le texte soit une écriture de journaliste ou soit une écriture d'artiste, que les mots se retrouvent sur les affiches, sur les tableaux, et que l'ensemble fasse un tout qui justement fasse perdurer la mémoire de ces 43 étudiants. Ça plombe un peu là, j'essaye de remettre un tout petit peu d'espoir avec le dernier vers du poème. Je ne sais pas s'il y a des réactions effectivement ou des questions dans le public. Sinon, je vous propose qu'on continue à discuter autour d'un verre, ce sera peut-être plus facile. J'ai une réaction qui me vient à l'esprit, mais parce que ce mois-ci, on a été dans un mois particulièrement mémoriel. Je ne sais pas combien de commémorations il y a eu bien sûr Charlie, il y a eu des tas de choses. Et alors, c'est assez curieux parce que au contraire de ce qui se passe au Mexique, c'est une récupération politique de la mémoire. Parce qu'en fait, derrière ça, il y a tout un discours politique, on le sait bien. Et là, la situation est complètement inverse, où le système politique mexicain est toujours dans une logique de violence et au contraire d'étouffer les crimes, d'autant qu'il en est complice bien souvent. C'est juste une réflexion entre deux situations qui sont distinctes, mais où la mémoire peut être utilisée. Ce qui veut dire, bien au contraire, que notre devoir de mémoire à nous, c'est de faire savoir ce qui justement voudrait être étouffé. Puisque les autres, ils se chargent de la mémoire des Charlie et des autres.
laisser faire. D'où cette idée du sous-titrage, hein, un cahier d'exercice. Ça, c'est quelque chose à remettre sans arrêt aussi sur le métier. Hein. Vous avez raison, parce que tout à l'heure, je parlais justement de cet intérêt d'ajouter encore d'autres voix à un mouvement qui commence à tenir la mémoire. Parce que c'est vrai que pour les cas de ce qui est le gouvernement au Mexique, il y a eu un envie de débanaliser tous les sujets autour des médias, en profitant des médias, en profitant de l'appareil qui est monté avec la télévision, notamment au Mexique. Et d'arrêter aussi la voix des journalistes qui faisaient leur travail. Donc voilà, c'est encore préserver cette voix et tenir la mémoire. Donc il y a oui. Quelle a été la réaction de la communauté internationale après un an donc où il apparaît de plus en plus que le gouvernement a trouvé toutes les ficelles. Comment se positionne la communauté internationale et est-ce qu'il y a des pressions sur le gouvernement? Il y a eu un geste qui, moi, me semble assez significatif. Et c'est pas pour défendre l'Allemagne, parce que dans d'autres choses, ils font très mal, mais apparemment, la police municipale du village où ils ont été enlevés portait des rifles, des fusils allemands. Donc, l'Allemagne, à travers un représentant à l'étranger, a demandé pardon officiellement et a retiré les fusils. Donc ça, c'était un acte symbolique qui n'a pas été très relayé. Et après, au Parlement européen, il me semble qu'il y a eu une pétition où je me rappelle pas très bien des détails. Il y a eu, je crois, un positionnement de la part des représentants européens pour condamner ce fait, mais toujours, toujours dans la règle diplomatique, dans le jeu de ne pas toucher trop le gouvernement, de lui dire qu'ils allaient le supporter dans la recherche, le soutenir dans la recherche des disparus, mais la réaction internationale, ça a été plutôt dans la rue, dans les manifestations. Il faudrait peut-être ajouter ce fait que, notamment l'année dernière, il y a eu la tournée du président Peña Nieto aussi en Europe. Donc, du coup, c'est vrai que les choses ont été toujours traitées d'une façon assez diplomatique et le plus calme possible pour pas entrer en conflit avec les intérêts de ce pays qui recevait le président. Donc voilà, c'est vrai que, comme on disait, il y a eu des mouvements, il y a eu pas mal de manifestations dans tous les pays en Europe. Il y a eu, et même en Amérique latine, il y a eu des familiers, ces étudiants disparus qui ont entamé une tournée pour visiter, pour essayer d'entrer en contact avec les dirigeants de ce pays pour essayer de faire vivre la voile de ces disparus, pour révéler les consciences aussi. Et bon, voilà, ça a eu beaucoup de répercussions médiatiques au Mexique, peut-être, mais au-delà, je ne peux pas dire qu'il y a eu une réponse très forte des autres gouvernements internationaux. Notamment la France, hein, mais Oui. Hollande, il n'a pas réagi, il n'a pas retiré l'invitation, et en plus, si je ne me trompe pas, la raison de leur réunion, c'était pour négocier un traité de vente d'hélicoptères qui allait servir notamment à l'armée, donc l'armée qui se voit impliquée dans des crimes d'État. Bon. Donc, Juste pour
parler au niveau de la communauté internationale. Rappelez aussi qu'il y a des collectifs qui se sont créés au niveau associatif, des collectifs notamment à Toulouse et Paris, en Espagne, en Angleterre et en Allemagne, en appui aux étudiants de CINAPA, et qui ont rassemblé non seulement des Mexicains, mais comme nous ici, des Français, des Espagnols, des Anglais, des Allemands. Oui, qui mobilisent pas mal d'informations, et qui montrent aussi une opinion public et peut-être pas politique au niveau international sur la situation. Pas d'autres réactions? Très bien, bon, alors on va peut-être s'arrêter là, et donc on vous invite vraiment à rester. On va boire un verre, manger des empanadas, si j'ai bien compris. Entre autres.